Donc rebonjour à tous. Le thème transversal de toutes les journées, même du marché, c'est la data. On a choisi de découper cette session en deux parties, de prendre comme point commun la donnée, qui nous intéresse tous, et de la traiter sous deux angles. La data pour l'analyse, et donc c'est le témoignage de Julia Poublan et de Cédric Tambois sur l'attribution, avec comme objectif de présenter, d'expliquer comment simplifier les modèles d'attribution via le partage de l'histoire de construction de ces modèles et des approches qui ont été choisies par Before-Bank et par Humanis. Et puis un deuxième volet, qui est plutôt la data pour l'action, si on doit la résumer, qui est illustré par Olivier Gosset, qui viendra expliquer comment il a pris le contrôle sur ces données de façon à améliorer la performance de ces process conversion. Pour démarrer, Cédric, on fait un petit tour de table. On commence par Cédric. Petite présentation de l'activité. Bonjour à tous. Donc, Cédric Tambois, je suis en charge de l'acquisition de trafic et des données digitales au sein de la cellule performance digitale d'Humanis. Humanis, c'est quoi en trois mots? C'est un groupe de protection sociale. Donc, effectivement, on reçoit des chèques pour la retraite pour à peu près 25% d'entre vous ou via vos entreprises. On gère aussi de la mutuelle santé, de la prévoyance et ce type de produits. Et on protège 10 millions de personnes en France. Donc, enfin, on est plutôt une grosse entreprise sur ce secteur. Julia, pour compléter. Oui, bonjour. Julia Poublan, directrice marketing communication de Before-Bank. Before-Bank, en deux mots aussi, c'est la banque en ligne du Crédit Agricole qui a été créée en 2009. Initialement, une banque spécialisée sur l'épargne, les produits d'épargne. Et nous avons lancé l'année dernière le compte bancaire donc sans frais et la carte Visa Premier qui est gratuite. Et on rentre donc sur le marché de la banque en ligne dite au quotidien, qui est un marché en croissance depuis une bonne dizaine d'années, qui est très concurrentiel d'ailleurs. Et nos principaux enjeux sur Internet, c'est d'avoir un écosystème qui nous permette d'être à la fois un outil de relation client et un outil d'acquisition, puisque donc on est un pure player. Comment vous qualifieriez tous les deux, juste avant de passer la parole à Olivier, le contexte concurrentiel dans lequel vous avancez? Donc Julia, tu viens d'en parler rapidement. Cédric, pour compléter. Pour faire simple, on a deux métiers. On a une partie très orientée service, soit pour des clients existants qui l'ont choisi ou non. Typiquement, si votre entreprise a fait un chèque pour la retraite, vous avez le droit à un espace client, vous avez le droit à des services. Donc il y a vraiment toute cette partie-là très obligataire. Et puis une partie très concurrentielle où on va vendre des produits, où là on est face à, à pas mal de concurrents dans la salle. Donc des annonceurs directs, AXA et compagnie. On va avoir des comparateurs, les Furel, le Lynx, on les a vus. Donc voilà, on se base sur ce type de marché en concurrence directe avec ces annonceurs-là. Très bien. Olivier, petite présentation, même si on reviendra sur ton témoignage un tout petit peu plus tard. Voilà, sans entrer dans le détail, donc Olivier Gosset est donc en charge effectivement des ventes e-commerce. Très rapidement, peut-être pas besoin de présenter Nestlé, mais besoin de montrer à quel point la data et le digital, et là on rejoint la discussion d'ouverture avec Jacques-Antoine Granjon. Comme pour L'Oréal, le digital et la data représentent pour des groupes comme les nôtres une chance peut-être historique de rééquilibrer, on va dire, les pouvoirs, puisque effectivement l'acheteur final a pris le contrôle. Il est beaucoup plus mûr même que nous. Il faut rester très lucide et très humble à ce sujet. Et pour nous, face aux distributeurs, alors est-ce que c'est Amazon ou est-ce que c'est Auchan ou Tesco qui va gagner? En tout cas, on ne mettra pas tous nos œufs dans le même panier. La data nous permet de mieux comprendre les attentes de nos consommateurs et d'intensifier nos relations avec les distributeurs. Et voilà, on l'illustrera, mais c'est ça le contexte chez Nestlé de la data et du digital. Avant de démarrer, peut-être le contexte Internet chez vous, sur vos activités, le digital, la place de l'Internet. Où est-ce que vous en êtes dans votre approche sur ces sujets-là? Est-ce que c'est déjà quelque chose qui est acquis depuis longtemps? Est-ce que c'est quelque chose qui continue à être en mouvement? Alors c'est quelque chose qui est énormément en mouvement et qui est l'image de nos groupes. Humanis, en 15 ans, on a vécu 12 fusions, donc quasiment 12 changements de nom, 12 changements ou d'évolution de stratégie digitale. Et donc forcément, à un moment, Internet doit suivre, doit compenser parfois, parce que quand on fusionne, le lendemain, il nous faut un site, mais les clients ne le connaissent pas. C'est pour ça que vous ne savez probablement pas que vous êtes client Humanis sur la partie retraite, parce que vous vous rappelez d'autres noms avant, mais pas d'Humanis. Donc c'est là tout le travail de notoriété qu'on a à faire. Et puis à un moment, il faut quand même vendre. Donc il y a toute la partie acquisition qui est importante. Donc, Julia?
Alors nous, on est un pure player, hein, comme je le disais tout à l'heure, donc les enjeux sur Internet, ils sont très très forts. Cependant, on n'est pas uniquement axé digital, puisque on a un pan de notre activité qui est très important, c'est tout ce qui est couvert par le service client. Donc on n'a pas de conseillers en face à face comme dans une banque, mais on a des conseillers au téléphone, et ça c'est très très important. Donc c'est parfois un peu oublié quand on parle d'un pure player, avec des conseillers qui sont disponibles 6 jours sur 7, voire 7 jours sur 7. C'est un rôle important à la fois dans la relation client et dans la conversion, puisqu'on voit que le service client a aussi un rôle dans la conversion. Donc on pense vraiment multicanal. Et puis pour se faire connaître aussi, on n'utilise pas que le digital. Enfin, on en parlera peut-être plus tard, mais voilà. Le cross-canal, effectivement, en tout cas, la présence du centre d'appel dans vos process est un point commun entre tous les deux, donc on aura l'occasion de revenir dessus. Peut-être rentrons dans le sujet. Vos profils en tant qu'annonceur, comment vous vous décrivez, comment vous positionnez en tant qu'annonceur, Cédric, pour démarrer? Alors nous, on est un annonceur un peu bizarre. Forcément, on a une notoriété à construire. Donc depuis 2 ans, on travaille la publicité télé. Enfin, on est revenu à la télé. Mais depuis, avec un groupe qui change de nom tous les 6 mois ou tous les ans, c'est compliqué. Donc en fait, on a fait le choix d'investir sur des investissements beaucoup plus rentables et durables que sont par exemple le référencement naturel. Pour un moment, attaquer le client ou le prospect par son besoin et pas par la marque, parce que de toute façon, la marque, il ne la connaît pas. Donc de travailler ces investissements-là. Et donc aujourd'hui, on a des investissements qui sont à hauteur de plusieurs millions d'euros sur l'ensemble de nos acquisitions de médias online, offline, mais c'est normal quand on fait de la télé. Sur le digital, le référencement naturel a un poids disproportionné par rapport à d'autres annonceurs. C'est plus de 60% de nos efforts, à la fois en termes, alors pas d'achat sur du référencement naturel, mais d'efforts de production, de technique, enfin de contenu, pour justement être capable d'avoir un investissement durable dans le temps et d'avoir un mix marketing qui soit équilibré et avec des coûts d'acquisition réduits. Objectif en tant qu'annonceur, générer des leads, c'est ça? Générer des leads et offrir des services à nos clients qui sont déjà clients. Donc à la fois créer du contact le plus sur Internet dans une logique de self-care, parce que ça coûte moins cher un espace client qu'un call center. Tout à fait. C'est pas moi, Pierre, hein, je te promets. Julia, même chose, même question. Profil en tant qu'annonceur. Alors nous, du coup, on m'a coupé le micro, si, non, c'est bon. Comme je le disais, on est une marque assez jeune. On a été créé en 2009, mais on a fait en 2015 un relancement de marque, puisqu'on intègre une nouvelle dimension, un nouveau marché, celui de la banque en ligne au quotidien. Nous, on doit faire connaître à la fois notre marque et convaincre des nouveaux clients de venir chez nous, à la fois de venir chez nous en tant que marque, bien sûr, mais de changer de relation bancaire. Donc on a cette mission, cette volonté à faire de la pédagogie aussi, finalement, comme le font nos concurrents de la même façon. Donc tu mentionnais le référencement naturel, c'est un des leviers où on est un peu plus axé contenu que vraiment produit commercial. Mais après, en tant qu'annonceur, sur le digital, on utilise à peu près tous les leviers pour répondre à ta question du profil. On utilise aussi beaucoup la télévision parce qu'on a des gains à gagner en notoriété et la télévision reste un incontournable. Donc on est un gros acteur aussi sur le offline. Très bien. Cédric, même chose en termes de levier, mis à part le référencement naturel. Alors le reste, c'est plutôt des leviers d'ajustement pour compenser sur du volume de capacité d'alimentation de plateforme. Tu parlais de call center tout à l'heure, effectivement. Sur des produits d'assurance et a fortiori sur la mutuelle santé ou les prévoyances, c'est des produits compliqués à comprendre déjà et encore plus à acheter. C'est anxiogène, c'est des moments de vie qui sont en général pas simples, la maladie ou le décès par exemple. Donc il faut des gens pour accompagner, où là ils ont une vraie valeur ajoutée. Et il faut être capable de les alimenter au plus juste pour qu'ils soient capables d'avoir un service équilibré au niveau du client, des temps de réponse acceptables. Voilà. Donc les autres leviers sont plutôt là pour équilibrer et pour travailler la notoriété, comme on l'a dit. Alors, vos modèles d'attribution aujourd'hui, plusieurs sujets, mais premier sujet, quel modèle utilisez-vous aujourd'hui et l'un et l'autre? Julia, tu veux commencer? Ouais. Alors le modèle qu'on utilise aujourd'hui, en tout cas, c'est notre modèle initial, qui est un modèle au last event, avec des fenêtres d'attribution qui sont spécifiques sur le post-click et sur le post-view. C'est un modèle qu'on avait initialement et qu'on a toujours, sauf qu'avec le temps, on l'a fait évoluer.
Notre question, c'était est-ce que le modèle basique, je veux dire, du last event, est-ce que c'était le modèle le plus juste? Est-ce qu'il ne cachait pas quelque chose? On aime dire dans l'équipe que est-ce que c'est pas l'arbre qui cache la forêt? Et on s'est rendu compte que oui, ça cachait certaines choses. Donc du coup, on l'a fait évoluer pour un modèle last event personnalisé. Cédric? Nous, on est rentré dans une approche data-driven. Au départ, on s'est longtemps posé la question de se dire mais quel modèle et comment on joue, puis comment on compare. Et puis à la fin, on a des débats sans nom, on ne prend qu'une décision. Donc on a choisi un outil qui nous permettait de comparer rapidement ces modèles, de les mettre en concurrence. Et puis finalement, le modèle data-driven a semblé évident parce que c'est lui qui était le plus commun, qui se dirigeait vers le point de convergence de l'ensemble des modèles, en contrôlant les écarts types pour voir qu'on n'était pas sur un modèle qui était complètement déséquilibré par rapport à d'autres modèles, qu'il était bien à l'endroit où on l'attendait, mais ce qui nous permet d'avoir un modèle qui répond à notre business model sur l'attribution et la transformation, et pas et effectivement de sortir du pur less click, où là effectivement il faut surtout pas. Enfin on l'a fait, hein, donc, mais ceux qui le font, essayez de plus le faire. Ouais, on a commencé effectivement en 2010 à réfléchir à ces sujets-là. Last click est encore dominant de ce qu'on voit nous au quotidien, mais c'est vrai qu'il y a des choses à gagner en sortant. C'est celui qui est le plus visible le plus rapidement, hein, donc effectivement au quotidien il peut servir pour arbitrer très vite, mais dans le temps non. Enfin vraiment vous prenez des décisions qui ne sont pas du tout éclairées, donc surtout pas de last click. Julia, parlons un petit peu plus en détail de ton modèle. Tu disais que c'était un last event personnalisé. Alors justement, ouais. Qu'est-ce que tu as personnalisé sur ces éléments-là et peut-être pourquoi? Alors nous, on a cherché à gagner en justesse en fait dans notre modèle d'attribution. Plus de justesse pour plus de business en fait. C'est une expression que je trouve assez juste. On a joué sur 4 leviers. Alors le premier levier, c'est sur le fait de déprioriser certains leviers justement qui apportent peu ou pas de valeur. On a remarqué qu'on avait beaucoup de conversions qui arrivaient en search mark. Or, le search mark, il a 2 inconvénients. Le premier, c'est qu'il reflète beaucoup nos campagnes de pub télé. Et c'est important de voir du coup tout son écosystème et pas tout son écosystème publicitaire et pas uniquement le digital, puisque quelque part, il reflète pas du coup ce qui s'est passé dans la pub digitale, puisqu'il était lié à la télé. Donc c'est un premier problème. Et puis le deuxième petit inconvénient du search mark, c'est qu'on ne peut pas vraiment l'optimiser, on n'a pas vraiment de marge de manœuvre dessus. Donc du coup pour nous, je parlais de l'arbre qui cache la forêt, on l'a identifié comme un de nos arbres, et du coup on a dépriorisé le search mark. Alors l'impact, je ne vais pas vous dire qu'on a gagné en coût d'acquisition, puisque bien au contraire, si précédemment c'est un levier au CPA, avant on ne le payait pas, maintenant on le paye. Donc ça a augmenté les coûts d'acquisition en partie, mais l'avantage c'est que ça a fait gagner en volume, puisqu'on a mieux valorisé certains apporteurs d'affaires qu'on ne valorisait pas avant. Donc forcément, c'est gagnant-gagnant, on a mieux travaillé ensemble. Ça c'est le premier levier. Le deuxième, c'est qu'on a ajouté la notion de contribution pour pas uniquement regarder l'attribution, puisque sinon on n'arrive plus vraiment à identifier les buteurs des passeurs, et puis on rémunère tout le temps ceux qui nous ramènent du business, et ça dévalorise d'autres. Donc on regarde tout le temps la notion de contribution en même temps pour avoir une vision la plus juste de ce qui se passe réellement. Le troisième levier, c'est qu'on a joué sur les fenêtres d'attribution. Donc déjà, j'ai parlé de post-click et post-view. On peut jouer sur les durées. Donc nous, c'est ce qu'on a fait avec un post-click plutôt court et un post-view plus long. Et le dernier levier, c'est la notion de visibilité, puisqu'on a intégré cet indicateur dans notre modèle. Nous, on a une vision assez stricte des choses. En tout cas, on est plus strict que les normes IAB qui, de mémoire, estiment qu'une bannière a été vue s'il y a eu 1 seconde passée dessus.
Nous en tout cas, oui, à 50%, voilà. Alors comme vous, on a des produits qui sont quand même pas vraiment des produits d'impulsion, hein. C'est pas la super belle paire de chaussures sur laquelle je vais craquer en 2 secondes. Bon, c'est une carte bancaire, c'est quand même un peu moins fun. Donc on estime qu'une seconde d'exposition et 50%, bah, c'est pas suffisant pour comprendre notre message. Donc on a mis cet indicateur supplémentaire. Donc du coup, on a du post-click, du post-view, du post-impression et avec nos critères. Et donc du coup, bah, tout ça constitue notre modèle d'attribution qui, in fine, bah, nous a permis de mieux piloter nos campagnes, d'avoir une vision plus juste de ce qui se passe, et in fine, ça nous a fait gagner à peu près 10% de business en plus. Entre le moment où vous avez commencé à travailler sur ce sujet et le moment où vous êtes arrivé à un résultat qui vous semblait intéressant, combien de temps s'est passé ? Je dirais 1 à 2 ans. C'est beaucoup de test and learn. On ne peut pas révolutionner un modèle d'attribution du jour au lendemain, donc on y va par petites touches et ça nous prend effectivement 1 à 2 ans le temps d'éprouver le système sur plusieurs campagnes. Même chose, Cédric ? Alors nous, au départ, on a aussi attaqué l'attribution sur des logiques d'arbitrage de budget média au sens large. Et puis, le modèle de la mutuelle santé en particulier est un modèle, comme je le disais, qui se souscrit assez peu en autonomie, assez peu en ligne, assez peu en autonomie papier. En général, il faut être accompagné. Et donc, quand on a commencé à regarder ça, au-delà du débat sur le modèle, on s'est très vite dit, mais en fait, on regarde que la moitié du chemin. Parce que le prospect, une fois qu'on a un contact avec lui, c'est comment je le travaille et comment je le convertis. Et en fait, là où c'est devenu rigolo, c'est qu'on a dû réconcilier des données digitales d'acquisition, de sources, avec effectivement attribution, contribution, et puis les données CRM, les appels, les relances, les campagnes de papier, les campagnes de magazines qu'on fait auprès de nos adhérents. Et alors là, c'est là où on a appris. Plutôt que sur la partie acquisition de trafic où on a assez peu appris, on a vraiment appris sur la partie transformation. Alors, j'avais un petit exemple. Pour l'exemple, voilà. Alors, je vais juste l'expliquer parce que c'est pas très clair comme ça. On a 2 points de contact consécutifs. Pour l'exemple, on va dire que c'est 2 appels. Le premier, c'est le premier appel qu'on passe à un client. Le deuxième, c'est sa relance. Donc, on est bien sur 2 consécutifs. Il n'y a pas une relance s'il n'y a pas de premier appel. En ordonnée, on a le volume d'affaires, quelle que soit l'unité. Et en bleu, on a le taux l'effort que j'ai fait, donc que j'ai dépensé en argent ou en ressources humaines. Et en orange, on a le chiffre d'affaires généré ou la marge, enfin peu importe. Et là, on se rend compte qu'en fait, on a un vrai problème. C'est que en orange, on est sur du chiffre d'affaires attribué, donc on est bien sur une logique d'attribution. Et on se rend compte que sur le premier point de contact, le point A, on a un taux d'effort qui est quasiment à 50%, il est à 45%. Et donc, c'est un effort très important pour générer finalement assez peu de chiffre d'affaires. Sur le deuxième point de contact, par contre, j'y attribue quand même pas mal de ressources. Sur le deuxième point de contact, j'y attribue 4 ou 5 fois moins, et j'ai un taux d'effort de 4,3%. Donc en fait, je travaille beaucoup moins, ça transforme beaucoup mieux. Et là, on s'est dit, on a un vrai problème d'attribution de ressources, parce que là où on attribuait des ressources, ça ne transforme pas. Et vu qu'on est sur des ressources finies, parce qu'on est sur des ressources hommes, je ne peux pas juste me dire, bah, j'augmente le budget du point B. En fait, à un moment, je dois arbitrer ces budgets-là. Donc on est bien sur une logique d'attribution et d'arbitrage de budget. C'est que là, on parle de ressources humaines, et qui permet à un moment de se dire, bah, je baisse mon process sur le temps A, et le temps consécutif B, je le travaille systématiquement pour avoir un taux de transformation qui explose complètement. Très bien, très clair. Le témoignage de Julia est effectivement plutôt centré sur l'acquisition, sur la façon dont on va pouvoir générer du trafic sur le site avec un processus de conversion peut-être plus simple, je parle avec des guillemets. Mais effectivement, dans le cas de Cédric, ce qui est intéressant, c'est qu'il prend en compte l'ensemble de l'effort qui est nécessaire pour transformer le lead ou le visiteur qui arrive sur le site en un client, et le modèle d'attribution intègre cette dimension-là, ce qui est plutôt original. C'est ça, on a un peu tordu le modèle. L'outil qu'on avait choisi au départ, on branche l'outil d'analytics et il sort des données. Puis en fait, on s'est dit, mais ça va pas du tout. Et c'est là où on commence à tordre, on commence à rentrer des données sans DMP. Donc on l'a fait sans DMP. C'est pas pour ça qu'on est anti-DMP, mais enfin voilà, on peut le faire aussi de manière test and learn sans investir des millions d'euros. Et là, on réconcilie, on fait rentrer des données qui n'étaient pas prévues de rentrer, on les normalise, on les affine. Et là, pour répondre à la question sur la durée, on pensait le faire en 2 mois, on le fait en 6 parce que normaliser des données CRM et les joindre avec des données analytiques, c'est en général un peu plus compliqué, c'est pas complètement évident, mais ce qui nous permet d'avoir ce type d'enseignement qui révolutionne nos process de transformation. Pour aller plus loin, Julia, comment est-ce que tu ferais maintenant que tu es arrivé à un premier stade, de ton modèle, comment tu vois la suite, comment est-ce que tu vas au quotidien peut-être challenger ce modèle, ou en tout cas écouter d'autres, prendre en compte d'autres idées?
Alors, on est tout le temps en logique de test and learn, donc ce qu'on a fait aujourd'hui, on peut le changer. Ça dépendrait de plusieurs facteurs, qui soient internes ou externes, notre plan média, nos offres, la concurrence, les nouvelles régies qui arrivent. Surtout, on reste à l'écoute des nouveautés qui sont lancées tous les jours, puisque nous, on aimerait bien aller plus loin sur 2 sujets. Le premier, c'est qu'on aimerait bien avoir un modèle d'attribution qui soit vraiment multi-device, qu'on ne perde pas en route des tablettes, des smartphones, qui est un peu le cas aujourd'hui. Donc si quelqu'un dans cette salle a la réponse, on est preneur, mais je pense que c'est un défi technologique que tout le monde cherche en ce moment. Et puis le deuxième, c'est d'intégrer d'autres leviers en dehors du digital, et notamment je pense à la télévision, puisqu'on est un gros acteur en télé, et qu'aujourd'hui ça doit pouvoir relever du possible. On pourrait imaginer un modèle d'attribution qui intègre les IP télé, puisqu'il y a à peu près la moitié des Français qui peuvent voir la télé via une box, donc on pourrait imaginer que ça fasse partie demain des modèles d'attribution. On rejoint la remarque de Pascal Furbert tout à l'heure sur le programmatique et l'intégration de la télé. Cédric. Alors la suite, là, on a travaillé une partie du transactionnel. L'idée, c'est maintenant de travailler sur le serviciel, parce que c'est une grosse partie de notre activité digitale. Et puis l'enjeu, on l'a vu, pour nous, c'était d'avoir un customer journey qui était le plus large possible pour avoir l'information la plus large et pas réfléchir sur la moitié du parcours, parce que sinon on prend des mauvaises décisions. Donc c'est de continuer à essayer d'élargir ce customer journey. Et une fois que la personne est cliente chez nous, comment je rentre aussi dans l'attribution sur du suréquipement, ou du cross-sell, upsell, pour justement avoir cette vue la plus large et que les efforts cumulés entrent dans le modèle d'attribution. Très bien. Vous fournissez la transition parfaite, parce que finalement on termine par le Customer Journey. Le Customer Journey, c'est la suite de tous les points de contact entre un visiteur et votre matériel marketing, que ce soit du contenu ou des bannières sur Internet. Et c'est effectivement un des points communs qu'il y a entre le témoignage d'Olivier et le témoignage de Julia et Cédric. Olivier, pour rentrer vite dans le sujet, comment tu parlerais du projet que tu as monté? Alors, comme je le disais tout à l'heure, c'est la chance pour nous, l'occasion un peu unique de rééquilibrer ses pouvoirs. Alors comment concrètement? On a déjà, bien sûr, l'ensemble de nos marques qui ont toujours des assets digitaux, qui captent un trafic très conséquent, que ce soit sur l'ensemble des marchés européens ou en Europe, mais qui étaient complètement inexploités. On n'en retirait rien en termes de connaissance du visiteur, de savoir comment on réinteragit dans le futur avec lui. Et puis, bien sûr, donc ce que disait le speaker, il était surpris, oui, on vend en ligne, on vend par nous-mêmes. Bien sûr, vous connaissez les plateformes type Nespresso, Dolce Gusto, mais on a aussi quelques plateformes qui sont pilotes, c'est en ça qu'on se rapproche du modèle L'Oréal, 2 plateformes multimarques détenues par Nestlé qui sont notre tête de pont au niveau du know-how digital, de l'e-commerce, pour effectivement travailler sur ce genre de projet. Donc concrètement, comment ça s'est passé? On a très vite vu donc la nécessité de qualifier notre trafic. Vous imaginez qu'une jeune maman qui adore le bébé, parce qu'elle a son bébé à la maison, il lui faut le lait, il faut que ça arrive vite à la maison, etc., elle va naturellement se reporter sur l'e-commerce, elle va naturellement aller voir Nestlé en premier, et nos concurrents, admettons, mais pas forcément les e-retailers, parce qu'il y a une notion de conseil qui est extrêmement importante sur le bébé. Il y a des notions d'allergie, il y a des notions de sécurité alimentaire. Donc c'est un canal assez naturel d'entrer en relation directe avec la marque. Donc on a déployé Tag Commander, mais avec ce gros focus sur le data pur. Je suis personnellement, il y a 15-16 ans, j'ai commencé en tant que data miner, maintenant ça s'appelle data scientist, et dans 10 ans ça s'appellera data trucmuche, mais c'est le même métier parce que la data, ça n'a rien de nouveau. Ce qui est nouveau, ce que nous on a considéré comme disruptif, c'est que des outils de tag management nous permettent de récupérer de manière structurée toutes ces données. Donc voilà très rapidement la fiche signalétique du site qui a été lancée fin 2011, donc il y a un peu plus de 4 ans. Plus d'une trentaine de marques, plutôt vers 35, très shopper-centric dans son approche et multi-device. Notamment, le tagging a été complètement imaginé et déployé, quel que soit le device qui est utilisé par l'utilisateur. Donc, vous imaginez que celui qui télécharge aujourd'hui ou qui a téléchargé hier son app, si on le connaît depuis 2 ans, si on a l'ensemble d'historique de ses interactions depuis 2 ans, on ne peut pas repartir de zéro avec cette personne-là. Et donc, c'est ce que le tag management nous apporte. Quel que soit le device, on arrive toujours et tout de suite à un niveau assez élevé de connaissance du shopper. Bon, ça, il y a une commande minimale? Non, mais les frais de port sont gratuits à partir d'un certain montant, ce qui crée une barrière assez naturelle. Mais c'est quoi le but pour Nestlé de vendre quelques produits comme ça? Excuse-moi de... Mais... Alors, il y en a 900.
Il y a 30 marques, à peu près 900. Je ne pourrais pas vous donner le détail des chiffres, mais disons qu'on est désormais dans une situation de pouvoir discuter avec les e-retailers. Voilà. On va dire qu'on a un échange vraiment très constructif. Ils nous voient vraiment, et je rejoins à 200% ce que disait ce matin la personne d'Auchan. Ça représente effectivement entre 1, 2, 3%. 5% UK, mais faiblement aux États-Unis. Vous voyez, c'est encore une part assez faible. C'est donc un petit marché encore où les acteurs, qu'ils soient Nestlé ou les e-retailers, se serrent les coudes. On doit encore tous développer le marché. Je travaillais dans la mode pour la Redoute il y a 15 ans. Personne ne croyait qu'on allait vendre des t-shirts en direct. On m'a dit, mais pourquoi? Il y a une boutique à côté de chez moi. Regardons les chiffres et regardons Zalando aujourd'hui. Il va se passer la même chose. C'est qu'une question de temps sur le food. Je rejoins Jacques-Antoine Grangeon là-dessus. C'est qu'une question de temps. Nous, on veut se positionner en amont avec un dialogue très privilégié par rapport. Et en termes de taux de conversion, alors je ne vous donne pas les chiffres exacts, mais on est dans la moyenne du top 50 français. Voilà, donc si vous connaissez, c'est exactement le chiffre qu'a donné Jacques-Antoine aussi ce matin. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est on n'a pas 3,9 millions nous d'utilisateurs uniques, mais c'est ce 95 ou 97% restant qui ne s'est pas converti qui nous intéresse beaucoup. Et bien sûr, en termes de tag, c'est une information qu'on peut partager de manière très tactique et le plus intelligemment possible, le plus pertinemment possible avec les e-retailers. Donc c'est ça la question qui se cache derrière, et c'est de se positionner en aval de ce trend qui ne va faire que se renforcer. Voilà. Et donc, ça va donc de l'expertise, notamment comme quand M6 rachète les Girondins de Bordeaux, comme quand L'Oréal rachetait Marie-Claire pour comprendre la pub et être des deux côtés. Quoi. Sans dévoiler les chiffres exacts, parce que j'en ai pas l'autorisation, mais si vous prenez les chiffres de Nespresso, de Dolce Gusto, des plateformes multimarques, on n'est pas du tout de l'ordre du négligeable. Parce que si vous commandez des bouteilles d'eau sur Internet, autant ouvrir le robinet. Hein. Bien, merci. On n'a pas terminé. Petite affaire, c'est plus compliant. Oui, vous savez juste qu'il y a un rapport entre toutes nos activités e-commerçantes depuis 20 ans, c'est la convenience. C'est pour ça que les gens, notamment Waters, adorent commander en ligne. Donc vous inquiétez pas, il y a encore de la place pour tout le monde. On va reprendre le fil Danone, Merci. Et Danone a une activité qui s'est bien développée aussi, avec Evian chez vous. Tout à fait. Etc. Donc c'est vrai que c'est des... Ils viennent chez vous, oui. Hein? Non, très bien. Oui. Non, mais oui. On partage. Le temps disponible dans une journée est maintenant tellement limité que ça, la valeur apportée existe vraiment, y compris sur des sujets qu'on n'est pas allé chercher au démarrage de l'e-commerce. Et invitez Amazon, vous verrez ce qu'ils pensent de l'eau et du pet food, aliments pour les chiens et chats, qui sont les aliments les plus lourds à livrer. Rapidement, pour montrer concrètement l'architecture globale, l'ensemble des sites B2C Nestlé au niveau mondial sont sous Magento. On a donc connecté Tag Commander, je ne veux pas revenir en détail, je viens d'en parler. Le moteur vraiment central, l'enrichissement de données, se fait via SaaS. Là, vous avez des tables qui sont assez lisibles via Tag Commander, mais qui ne vous donnent pas la notion réellement, par exemple, d'une récence fréquence de visite. Quand on a une référence fréquence d'achat, on est en train de cibler quelqu'un qui est très engagé. C'est bien, c'est absolument nécessaire, mais ça nous coupe toute une partie d'audience, notamment ceux qui sont venus sur le site, qui se sont identifiés, et on a plusieurs techniques d'identification, il n'y a pas que la création du compte, il y a un clic dans une newsletter, ça suffit pour identifier le client et le visiteur. On va venir qualifier tous ces gens-là pour détecter des signaux faibles qui vont devenir des signaux moyens, et tout l'objectif est de les rendre en signaux forts, c'est-à-dire des commandes. Puis on a 3, alors on regrette nous-mêmes encore cette dispersion. Smart Focus, c'est l'emailing, je vais faire vite. Bimple, c'est tout ce qui est personnalisation de temps réel du site, donc ce que vous avez peut-être vu dans certains workshops. Un banner promotionnel, une communication service qui s'adapte au visiteur qui est en train de nous voir. Une recommandation produit, si vous avez acheté du chocolat, vous adorerez acheter du café, par exemple. Et Axe Engage, qui est un outil assez spécifique au niveau application native. Le tagging des applications natives est assez difficile à effectuer. C'est vraiment pour vous tous, moi ça sera vraiment l'enseignement que j'en ai tiré, c'est que la définition du data layer, donc la capture des données, elle est complètement fondamentale. Nous, elle est très très près du cœur de Magento. Concrètement, un nouveau produit apparaît, une nouvelle catégorie apparaît, le merchandiser n'a pas à s'en soucier. C'est lu dynamiquement, c'est recodé et ça va être passé via SaaS directement dans le profil. Voilà, un nouveau produit chocolat, il n'y a personne qui a besoin de dire que c'est du chocolat, le modèle le détecte lui-même. Si on peut passer sur le dernier. Je citerai le deuxième point, qui est qu'on est passé de 2,5% de visiteurs identifiés. Les acheteurs, j'ai parlé tout à l'heure qu'on était sur des ratios que vous aviez entendus déjà ce matin. Si on prend les abandons, on va monter à 6% à peu près. Mais avec le tag management, on dépasse désormais les 30% et ça ne fait qu'augmenter. Parce qu'on multiplie l'échange d'identification
semaine après semaine, mois après mois. Donc on augmente notre proportion de visiteurs identifiés. Et après, ça nous laisse, via le marketing automation, toute l'attitude de commencer à interagir. Et voilà, le challenge aussi, le deuxième, à part le data layer, c'est la pertinence de ce qu'on fait. Franchement, c'est difficile. Il faut cibler les scénarios qui ont le plus de sens pour le shopper final. Sinon, bah, voilà, ça va lui passer complètement au-dessus de la tête. Et puis, après, derrière, on a les outils d'A/B testing et de personnalisation pour vérifier l'impact réel que ça a eu. Ce qui nous permet en bas de voir bah voilà, quelques notions en termes de taux de conversion par rapport à la moyenne. Et puis, mon dernier point, ce sera au-delà de ces aspects de marketing, d'actionnabilité du marketing, c'est tout ce qu'on a capté en termes d'enseignement qui nous a servi notamment à la refonte du site web mobile et qui n'aurait pas été accessible via Outils Analytics. On a beaucoup discuté entre nous. C'est un vrai débat, mais on est assez convaincus, en tout cas à notre niveau à nous, qu'on n'aurait pas eu certains insights en termes de navigation sans ces outils-là et qu'on aurait pu passer des heures et des heures sur un Google Analytics ou quel que soit votre outil analytique, on n'aurait pas trouvé ce point faible ergonomique, cette rupture en termes de navigation qu'on a détecté via ces outils-là. Point central, Customer Journey. Si vous voulez travailler sur la donnée, essayez de descendre à l'échelle de l'individu. Identifié ou pas identifié, mais à l'échelle de l'individu. C'est vrai pour les campagnes, c'est crucial. C'est vrai aussi pour l'activation de la donnée. Donc la structure cible que vous devez avoir, prenons un fichier Excel, c'est un fichier Excel dans lequel dans la première colonne vous avez des ID et dans la deuxième vous avez des caractéristiques, des attributs, en tout cas des éléments de profil, de segmentation, etc. À partir de ce moment-là, une fois que vous avez construit ça, il y a tout un univers d'applications qui s'ouvre, hein, donc sur la partie optimisation de l'allocation budgétaire de vos campagnes, sur la partie activation, performance, ciblage, perso, recommandations. Mais c'est vraiment un point crucial et je rejoins Julia sur le fait que bien sûr on peut commencer par un Customer Journey qui serait limité au web, il n'y a aucune honte à ça, mais c'est vrai qu'il va falloir très rapidement essayer d'unifier les données, de casser au maximum les silos, ça tout le monde est à peu près d'accord sur le concept, mais concrètement de créer des ponts entre des systèmes qui ne se parlaient pas et de rapprocher des bases qui jusqu'à aujourd'hui ne communiquaient pas facilement. Tout ça dans un cycle de temps qui est le temps réel. On n'est plus sur une gestion de projet 12, 18, 24 mois, on est sur quelque chose qui doit tourner plus rapidement, naturellement. Un site web, c'est une usine. Il y a des inputs et des outputs, et il faut que ce soit traité rapidement, avec le bon sens business que vous avez tous au sein de vos activités. Un dernier conseil à la salle pour terminer, si Pierre nous laisse une minute. Pas trop. 30 secondes. 30 secondes, voilà. Oui. Je ne sais pas qui veut commencer. Une phrase. Un micro-conseil, effectivement, pensez Customer Journey. Et avant de penser des outils très compliqués, commencez sur du tag management. Enfin, c'est pas forcément avec Tag Commander d'ailleurs, mais avec autre chose, c'est indispensable. Avant une DLP, avant quoi que ce soit, unifiez vos données digitales. Sans ça, vous n'arriverez à rien. Julia? Je dirais personnaliser par rapport à son business, son industrie, son type d'offre et son type de plan média. Pensez online, offline et rester simple aussi. Ne pas lancer des usines à gaz. Je dirais casser les codes. Vous arrêtez pas ce que certains pensent de Nestlé ou de ce qu'on peut vendre en ligne. Réappropriez-vous tout ça. Ça va enrichir le dialogue avec vos partenaires, vos clients, enfin, quel que soit votre business model, vous avez forcément des gens en face de vous. Sachez que ça ne fera que fortement renforcer votre pouvoir d'action. Et puis, faites du sport. Voilà. Merci, merci beaucoup. Merci à tous. Merci. Alors là, vous allez